Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans deux articles assez marquants, je dirais, du Military Strategy Magazine. Oui, des textes de David Betts, qui est professeur au King's College de Londres. Exactement. Et le sujet est, disons, préoccupant. La possibilité peut-être croissante de guerre civile ici en Occident. On va essayer de décortiquer un peu ces arguments ensemble. C'est ça. En gros, l'auteur défend une idée forte. La menace principale pour nos sécurités ne serait plus externe, mais bien interne. Ah oui. Ouais. Il pointe du doigt l'instabilité sociale, un certain déclin économique, structurel aussi, et puis une fragmentation culturelle. Il s'appuie sur des travaux comme ceux de Barbara Walter, ou même des indicateurs, vous savez, comme le baromètre Eldalman. Qui montre une méfiance énorme envers les institutions, c'est ça. Voilà, une méfiance généralisée. C'est vrai que ça change pas mal de la vision classique de la sécurité occidentale qui regardait surtout vers l'extérieur. Quelles seraient les racines de cette instabilité interne d'après Betts? Alors, il commence par remettre en question une idée reçue, que la richesse et la démocratie nous mettraient à l'abri des guerres civiles. Pour lui, ces conditions ne sont plus si valables pour l'Occident. D'accord. Et pourquoi? Plusieurs facteurs. D'abord, il parle d'une érosion de la confiance et de ce qu'on appelle le capital social. Les liens entre les gens? La confiance mutuelle? Exactement, ce qui soude une société. Et il cite des études comme celle du Pew Research Center qui montrent cette baisse. Un malaise culturel assez profond, en fait. Et cette perte de confiance, j'imagine qu'elle va de pair avec des divisions sociales plus nettes? Oui, tout à fait. Il évoque ces fractures sociales, culturelles. Il reprend même une idée d'Arthur Schlesinger sur la désunion qui serait nourrie par ce qu'il appelait le culte de l'ethnicité. D'accord. Il rappelle aussi les constats d'échec du multiculturalisme faits par Merkel ou Cameron, l'idée que ça aurait mené à des communautés qui vivent un peu séparément, sans vrai socle commun. Et la polarisation sur les réseaux sociaux, les politiques identitaires, ça n'aide pas, j'imagine. Ça accentue tout ça, oui. L'auteur donne même des exemples concrets de tensions qui semblent parfois importées. Ah oui? Comme quoi, par exemple? Il cite les affrontements à Leicester, au Royaume-Uni, entre des communautés hindoues et musulmanes. Dans ce cas précis, l'identité nationale britannique semblait secondaire par rapport aux appartenances d'origine. Et à ça, il faut ajouter les facteurs économiques. Une crise qui couve, la désindustrialisation, le coût de la vie qui monte, tout ça crée ce que les spécialistes appellent un écart d'attente. C'est-à-dire? L'écart entre ce que les gens espèrent de la vie et ce qu'ils obtiennent réellement. Et ça rend les méthodes traditionnelles de contrôle social, le fameux du pain et des jeux, si vous voulez, moins efficaces. D'accord, je vois. Et l'impact des politiques identitaires dans tout ça? Il y consacre une partie importante. Ces politiques qui définissent les intérêts et les loyautés par groupe, racial, religieux, ethnique. Il mentionne la théorie du grand remplacement. Oui. Pour lui, c'est l'expression d'une peur, la peur du déclassement ressenti par la majorité historique. Et ça, selon les théories des guerres civiles, c'est un moteur puissant de révolte. Et cette perception serait exacerbée par quelque chose? Oui, il parle d'un multiculturalisme asymétrique. Une situation où, selon lui, l'affirmation de la fierté de groupe serait acceptable pour tous, sauf pour les Blancs, pour reprendre ces termes. D'accord. Bon, le tableau des causes est assez chargé, mais la question qui vient tout de suite, c'est concrètement à quoi ça ressemblerait, ce type de conflit, chez nous? Est-ce qu'il décrit ça? Oui, il s'aventure sur ce terrain, et c'est assez spécifique. Il n'imagine pas des grandes batailles comme autrefois. Pas l'armée contre l'armée. Non, plutôt une violence diffuse, du type voisin contre voisin, basée sur les croyances, la couleur de peau, la religion, l'idéologie. Il rappelle d'ailleurs que 3/4 des guerres civiles depuis la guerre froide étaient ethniques. Donc il s'attend à un schéma similaire. En partie, oui, mais avec une particularité pour l'Occident. Une dimension ville contre campagne, qui serait très marquée, Ah, intéressant, pourquoi ça? à cause des schémas d'implantation des populations, notamment immigrées, qui sont souvent plus concentrées dans les grandes villes. Ça créerait une fracture géographique en plus de la fracture sociale. D'accord, une fragmentation à plusieurs niveaux. Et quelle serait la stratégie alors des groupes qui voudraient déclencher ce chaos? Les sources parlent d'une stratégie d'attaque contre les infrastructures critiques. C'est ça le point clé. C'est-à-dire les réseaux? Exactement. L'idée qu'il attribue d'ailleurs à divers groupes antisystèmes, de l'extrême gauche à l'extrême droite, il cite un tract français et un texte coécrit par Michael Flynn. Donc des bords opposés, mais avec une stratégie similaire. Oui, viser les points faibles, pour déstabiliser. Les réseaux de gaz, d'électricité, les transports, les communications, qui sont souvent en zone rurale, moins protégées. Le but, paralyser les grandes villes, souvent plus hétérogènes. Et il donne des exemples pour illustrer ça? Oui, il mentionne des cas réels ou plausibles.
Des sabotages de fibres optiques, des incendies sur des voies ferrées, comme à Paris en 2024, la destruction de caméras ULEZ à Londres par les Blade Runners. Ah oui, cette histoire. Ou même un scénario fictif mais réaliste selon lui, d'incendie d'un gros transformateur Preditro en 2025. L'objectif est clair, provoquer un chaos systémique. Bon, le tableau est effectivement assez sombre. Est-ce que, face à ce scénario, l'auteur se contente de tirer la sonnette d'alarme ou est-ce qu'il propose des pistes, des solutions dans le second article? Il propose des pistes, oui. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est son objectif stratégique. Il ne s'agit plus tant d'empêcher la guerre civile. Ah bon? Non. Il la juge probable, voire très probable en Europe, d'ici 5 à 10 ans, selon ses calculs. Donc l'objectif devient plutôt d'en limiter les dégâts. Limiter les dégâts. C'est un changement de perspective radical. Tout à fait. Un peu comme le général soviétique Gromov en 1989, qui préparait l'armée à gérer l'effondrement interne. Betz suggère donc de réorienter nos forces armées vers cette menace intérieure. Et comment on limite les dégâts d'une guerre civile, concrètement? Il propose 3 grands axes. Premièrement, la protection du capital culturel. Les musées, les archives? Oui, identifier, cataloguer et prévoir comment sécuriser ces biens contre le vandalisme et le pillage. Il s'inspire des monuments de semaine de la Seconde Guerre mondiale ou du Kunstschutz allemand. D'accord. Protéger le patrimoine. Deuxième axe. Créer des zones sécurisées, des sortes de sanctuaires, gérés par les forces armées loyales, pour accueillir les populations déplacées, maintenir un minimum de services essentiels, un semblant de vie civile. Il pense au modèle britannique des Regional Seats of Government de la guerre froide. Ces bunkers gouvernementaux? En quelque sorte oui, mais adaptés à une situation de conflit civil. Et troisièmement, pour les puissances nucléaires comme la France, le Royaume-Uni, les États-Unis. Oui, point crucial. Absolument, sécuriser les armes de destruction massive. Vérifier, renforcer la sécurité des armes nucléaires et des matières fissiles pour éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains dans le chaos ou qu'elles ne prolifèrent. Il pense aux leçons du programme américain CTR qui a aidé à sécuriser l'arsenal ex-soviétique. D'accord. Donc, si on résume, ces articles nous confrontent à une vision assez déstabilisante. La possibilité que la menace majeure soit interne, nourrie par nos fractures et qu'elle exploite les vulnérabilités très concrètes de nos sociétés modernes, hyper connectées. C'est ça. Ce qui interpelle vraiment, au-delà du pessimisme ambiant, c'est la logique de l'argumentation. Comment elle connecte des théories assez classiques sur les guerres civiles aux tendances qu'on observe aujourd'hui, et surtout à la fragilité de nos systèmes urbains, de nos infrastructures. La logique est là, même si la conclusion fait un peu froid dans le dos. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça laisse une question en suspens peut-être pour nos auditeurs et auditrices. Si nos villes et nos infrastructures sont vraiment aussi vulnérables à ces disruptions ciblées, comme le décrit l'auteur, quelles autres fragilités, peut-être moins évidentes, non militaires, pourraient menacer notre stabilité actuelle, même sans aller jusqu'au conflit ouvert?